l'équipe, aujourd'hui on va parler building public. Si tu me connais pas, je m'appelle Ziz, ça fait 1 an que je suis sur Twitter. J'ai documenté mon passage de 0 à 1700 abonnés, mais j'ai surtout documenté comment je me suis lancé en développement web, comment je me suis lancé en freelance et comment j'ai allié les études avec la freelance. En 1 an, ma vie a énormément changé et mon rapport au building public a lui aussi pas mal changé. L'objectif dans cette vidéo, c'est de revenir sur tout ce que j'ai pu apprendre, te donner tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise à mes débuts et que toi, tu puisses te lancer tout simplement proprement, que tu perdes pas trop de temps et que tu fasses les choses bien. Pour revenir un petit peu au début, je dirais que la chose qui a marqué le tournant de mon building public, c'est une phrase qu'a dit BX, qui est que plutôt que documenter un truc que tu ne sais pas, que tu ne connais pas, tu vas documenter et donc faire du contenu sur l'apprentissage de cette chose. En gros, tu vas pas faire du contenu sur comment faire 10 000 € alors que tu n'as jamais fait 10 000 €, mais plutôt tu vas documenter toutes les étapes de ton apprentissage pour aller jusqu'aux 10 000 €. Et en gros, c'est une fois que j'ai vu cette façon de penser que j'ai décidé de me lancer avec un peu plus ma façon de faire, on va dire. J'ai arrêté de faire des tweets de mongol, de faire des threads qui servent à rien. Très clairement, je me suis lancé en building public, mais je le savais pas vraiment encore. Alors comment va se passer cette vidéo? Au début, je vais revenir tout simplement sur les trucs qu'il ne faut pas faire, que genre aimer qu'on me dise ne fais pas ça, ça sert à rien, tu vas perdre du temps. Par la suite, je vais revenir sur tous les petits conseils, tous les trucs qui peuvent peut-être te faire gagner du temps, les trucs que j'ai appliqués qui m'ont en tout cas pas mal servi. Et après, on va faire une petite rétrospective sur pourquoi tu devrais le faire, qu'est-ce que moi maintenant ça m'apporte et qu'est-ce que tu as à y gagner finalement. Alors déjà, pars du principe qu'au début, c'est super dur. Comme toute création de contenu, je pense, au début, tu vas te prendre des murs, personne va s'intéresser à ce que tu dis. Il faut partir du principe que tout le monde en a rien à foutre de ce que tu racontes. Et à partir de ce postulat-là, tu pourras essayer de les intéresser. Justement, il faut se mettre dans la peau où qu'est-ce que les gens pourraient aimer de ton contenu si toi tu ne sais rien que eux ne savent pas déjà. Dans le sens, t'es pas un expert en développement web, tu vas pas leur apprendre à développer un truc super stylé, machin, mais tu vas plus documenter comment tu fais pour l'apprendre pour que toutes les personnes qui voient ton tweet passer soient intéressées par le fait de ce mec-là est en train d'apprendre, moi aussi je suis en train d'apprendre, je m'identifie à ce que tu fais, je peux peut-être m'abonner. Un truc que j'aurais aimé qu'on me dise au début, ça sert à rien de tweeter comme un golemon. Oui, la quantité est importante au début, le volume de tweets que tu vas faire est important pour essayer d'être vu, mais ça sert à rien d'aller commenter tous les tweets que tu vois comme un mongol. Actuellement, il y a plein de gens qui répondent à mes tweets juste parce que ils veulent répondre à mes tweets pour essayer d'être vus. Et sachez que côté créateur, la personne qui a créé le tweet sous lequel vous commentez, on voit bien que vous racontez n'importe quoi et que vous faites un tweet à la va-vite. Dans la façon dont on vous voit ensuite, personnellement, en tout cas, ça joue beaucoup. Donc déjà, toutes les personnes qui répondent comme des mongols sous des tweets, oui, vous allez peut-être gagner en abonnés, mais je trouve que quand je vois un mec qui commente tout le temps la même merde, je sais que ce mec-là a juste envie de percer et n'apporte rien de plus que ses tweets de mongol. Donc arrête les tweets de mongol. Ensuite, t'as pas besoin de te prendre pour un écrivain. Oui, t'auras tous les gourous du copywriting qui vont te dire qu'il faut procurer des émotions, des sensations, je sais pas quoi aux gens. Mais à partir du moment où t'es vrai, à partir du moment où tu racontes un truc qui est vrai et qui toi t'a touché, ou t'a été utile, ou quoi que ce soit qui t'a toi procuré une émotion, tu peux la faire retransmettre. Arrête d'écrire comme un mongol dans le sens parle dans la vraie vie comme tu parles sur Twitter, enfin plutôt l'inverse, parle sur Twitter comme tu parles dans la vraie vie. Et ça ne sert à rien de mettre des emojis de con. Sois normal, mec. Ça sert à rien de te donner un style, d'écrire comme un mongol, d'écrire soit comme un copywriter, soit comme un mec qui fait trop de blagues. Sois juste toi-même et tu verras, ça va marcher. Ensuite, un autre truc que j'ai beaucoup fait qui ne sert à rien, c'est de faire des threads qui ne sont pas dans votre niche. Dans le sens, moi, je voulais à tout prix faire du développement web. Je le savais à peu près déjà quelques mois après mes débuts, je le savais. Et j'ai fait plein de threads de plein de trucs différents qui n'avaient rien à voir avec le développement web. Alors oui, ça va peut-être te donner un peu de visibilité, mais les efforts fournis dans le thread en question auraient pu être beaucoup mieux investis si tu avais soit passé du temps sur l'apprentissage pour ensuite pouvoir le documenter, soit tout simplement tu avais préparé une semaine par exemple de contenu qui était vraiment utile et en lien avec ton sujet. Les threads, ça prend du temps. Assure-toi avant d'en faire un qui soit vraiment intéressant et évite de tout le temps sortir de ta niche parce que les gens qui sont abonnés à toi ne vont pas être intéressés par le thread de ta nouvelle niche, on va dire. Et si ça les intéresse pas, ils vont pas donner d'intéressement, d'engagement dans le tweet que tu vas faire. Et du coup, le thread va jamais péter. Au final, tu auras perdu du temps sur un truc qui n'est même pas ton sujet. Les gens ne vont pas être intéressés. Donc arrête les threads qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Ensuite, il faut documenter ce que vous faites, pas ce que vous voulez faire. Un truc qui est super dur à faire pour le coup, je pense que si tu remontes mon feed Twitter, il y a pas mal de trucs, de tweets qui pourraient contredire ce que je suis en train de te dire. Mais très clairement, ça sert à rien de dire je vais faire ça, je vais apprendre ça, je vais faire machin, je vais faire ça, si au final tu le fais jamais. Les gens voir des tweets de mecs, tiens, je vais apprendre ça, je vais développer ça, je vais sortir tel truc. Les gens le voient tout le temps. On voit tout le temps des mecs qui racontent plein de trucs. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les gens qui font. Les gens qui disent, tiens, j'ai passé 6 heures à apprendre ça aujourd'hui, j'ai appris ça, ça, ça. Je détaille ce que j'ai appris sous le tweet si toi, tu connais pas déjà, pardon. Je trouve qui est chiant dans le fait de planifier son contenu, c'est que actuellement, je tweete au jour le jour sur ce que je suis en train de faire, sur ce que je travaille en direct.
Et du coup, planifier du contenu, ça reviendrait à inventer un contenu qui n'a rien à voir avec ce que ma vie est en train d'être. Et du coup, inventer un contenu qui ne sert à rien, qui n'est pas vraiment vrai. Je documenterai un truc que j'ai pas fait. Je documenterai du vide et des conseils un peu bateaux. Et la qualité en est vraiment amoindrie. C'est pour ça que j'ai arrêté de préparer tous mes contenus. À chaque fois que je poste, c'est moi sur mon téléphone qui écrit mon petit truc ou sur mon ordi. Mais je le fais en direct, je poste et c'est fini quoi. Le truc aussi qui est important à ne pas faire au début, c'est ne pas tomber dans la spirale de la création de contenu. Moi je me souviens l'été dernier, très clairement, je passais la moitié de ma journée sur Twitter à faire des tweets, répondre aux tweets, liker. J'étais juste accro à Twitter en fait. Le fait de créer du contenu m'a rendu un peu accro aux notifications. Et c'est le pire truc en fait. Tout simplement parce qu'après, la création de contenu va prendre le dessus sur la compétence que tu es censé apprendre, que tu es censé documenter justement. Et du coup, tu vas finir à documenter de la merde. Ça revient au point où je te l'ai dit avant. Tu vas documenter ce que tu veux faire plutôt que ce que tu as fait. Parce que tu passes tellement de temps à vouloir créer ton contenu que tu n'as plus de temps pour vraiment faire quelque chose derrière et donc intéresser les gens plutôt que juste raconter de la merde de copywriting qui ne va intéresser personne. Ensuite, prochain conseil, c'est intégrer des communautés au début. Ça ne sert à rien, je pense, de faire du contenu dans son coin puisque personne ne va voir vos tweets et en fait, il faut avoir une base de personnes qui vous donnent un petit peu de visibilité pour ensuite pouvoir vraiment sortir de la sphère. C'est des sphères imbriquées où toi, tu es tout seul au début. Tu vas rejoindre une communauté via Discord, via un moyen qui fait que tu n'as pas besoin d'avoir des abonnés pour être vu. Tu vas rejoindre cette première sphère qui, eux, vont te donner un petit peu de visibilité. Même s'il n'y a personne qui a beaucoup d'abonnés dans cette première sphère, c'est quand même une base de personnes qui vont engager avec ton tweet et du coup, qui vont pouvoir te permettre, toi ensuite, de toucher la sphère plus grosse et de toucher des gens qui ne te connaissent pas du tout pour recevoir des abonnés et faire grossir ta première sphère. C'est vraiment comme ça que je le vois. Personnellement, moi, le Colisée m'a beaucoup aidé sur ça. Parce qu'au début, j'avais notamment Ben et César, le bon vieux César, on t'embrasse, qui RT mes tweets. Et pour le coup, ils avaient beaucoup d'abonnés. Donc, ça m'a permis d'avoir mes premiers 100-200 abonnés assez facilement. Et c'est cette base d'abonnés qui est vraiment la plus dure à avoir selon moi. Parce que je dirais qu'autour des 500 abonnés, une fois que tu as 500 abonnés, si ton contenu est bien et que tu es régulier, tu vas monter, c'est sûr. Ensuite, commencer petit. Il n'y a pas besoin de parler d'agence, de business, de trucs énormes. Si tu considères que ton building public, moi actuellement, je parle surtout à ceux qui veulent documenter leur apprentissage, arrêtez de parler d'agence, de concepts hyper gros, hyper forts. Vous êtes personne encore. Je dis pas que je suis quelqu'un, hein, je suis clairement personne encore, mais c'est justement ça qu'il faut accepter. Il faut prendre la posture de la personne qui apprend plutôt que vouloir se mettre dans une posture de créateur d'agence qui a fait des centaines de milliers d'euros. Oui, les stats, oui, les chiffres d'affaires font beaucoup parler sur Twitter et ça fait de grandes stats, mais je pense que voir un mec qui fait 0 pendant très longtemps, qui d'un coup fait 1000, a beaucoup plus d'impact que de voir un mec qui documente tout le temps un truc où ouais, je fais 10 000 euros tous les mois. Vous allez paraître vrai. Les gens qui s'identifient à vous depuis le début et qui ont fait 0 vont être très fiers de vous voir faire 1000 et arrêter d'essayer d'impressionner des gens en faisant 10 000 euros. On s'en fout, arrêtez de vous parler d'agence alors que vous êtes tout seul derrière, ça ne sert à rien. Et vous vous affichez parce qu'on sait tous que vous êtes tout seul. Dernier truc que j'aimerais apporter, c'est le plus attire autant que le moins. Et le moins attire autant que le plus. Dans le sens, si vous documentez vos plus, donc ouais j'ai gagné 10 000 euros, ça va faire beaucoup de stats, mais si vous documentez vos moins, faites pas la pick me non plus, mais vous avez tout intérêt à documenter vos phases de down pour que les phases de up, trop relou, mais pour que les phases où vous êtes au mieux, finalement ce soit encore plus intéressant pour les gens, et partez du principe que les gens vous suivent depuis longtemps. En fait, les gens ils veulent s'immiscer dans un storytelling, ça les intéresse beaucoup plus de voir quelqu'un évoluer, plutôt que juste voir que les ups d'un mec et se dire putain ce mec c'est une machine, comment il fait, c'est impossible, et du coup on a un peu de réticence face à la personne. Et pour terminer, je le répète parce que je déteste ça, arrêtez de donner de l'importance au copywriting qui raconte des histoires de merde de Jean-Paul qui était dans sa caravane et qui a fait je sais pas quoi. Faites votre propre truc, votre propre façon de parler. Arrêtez de vouloir utiliser les mêmes hooks que tout le monde. Arrêtez de... Moi je fais des tweets où j'écris en majuscule de la merde au début et ça marche très bien. Tant que vous êtes authentique, ça va marcher. C'est tout simple. Arrêtez de vous prendre la tête. Toutes les choses que je viens de lister, ne les faites pas. Soyez normaux les mecs. Et on va passer à la partie suivante. Ce que je conseille, ce que je recommande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que depuis le début, je vous engueule. Mais il y a des trucs à faire très intéressants. J'ai envie de faire par tranche de 0 à 500 abonnés, etc. Mais je pense qu'il y a une méta où les 500 premiers sont vraiment les plus durs. Et une fois que tu as une certaine base, une certaine audience, pour le coup, si ton contenu est pas bizarre, il y a des gens qui vont apporter de l'intérêt. Et après, ça va juste être est-ce que tu grossis plus ou moins vite. Mais dans l'idée, c'est vraiment les 500 premiers qu'il faut aller chercher et qui sont les plus durs à aller chercher. Mon premier conseil,
c'est de créer un concept régulier qui soit hebdomadaire ou journalier. Moi perso, j'avais fait des défis de la semaine, enfin des récapitulatifs de la semaine, et c'est clairement les trucs qui m'ont fait le mieux marcher au début. Je me souviens, j'avais fait un tweet à 20 ou 60K, je sais plus, d'impression, qui m'avait ramené limite les 3 quarts de mes abonnés d'un coup. C'était une folie. Et en gros, le concept, c'était de revenir sur tout ce que j'ai fait pendant la semaine, reprendre toutes les stats un peu intéressantes, les vues Malte, les impressions Twitter, le nombre d'abonnés, la quantité de travail que j'avais fait, combien j'avais gagné, etc. Toutes ces KPI, tu vas les traquer et tu vas revenir dessus à la fin de la semaine. Et pour le coup, les gens vont voir une évolution, ils vont suivre une évolution. Toi, ça te prend qu'un thread par semaine à faire. Les threads, ça a quand même un potentiel viral plus important qu'un simple post. Donc, selon moi, c'était un bon truc à faire. Et pour le coup, moi, ça m'a vraiment permis de... Moi, ça m'obligeait à travailler parce que à la fin de la semaine, il fallait que j'ai quelque chose à dire. Et les personnes qui me suivaient, ils avaient finalement un tweet par semaine où ils se disaient ah putain, c'est ce mec-là, je vais voir comment il a évolué. Et pour le coup, ça marchait plutôt bien. Donc ouais, premier conseil, faites un concept qui vous montre au quotidien ou alors toutes les semaines et un truc qui peut intéresser les gens. Dites pas juste j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais essayez de tirer des conclusions sur ce que vous avez fait afin de donner des conseils à ceux qui voudraient se lancer en même temps que vous. Partez du principe que ça peut intéresser tout le monde. Ça peut intéresser tous ceux qui sont juste un cran en dessous de vous, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas encore lancés, n'ont pas encore commencé à apprendre la même chose que vous. Même si vous apprenez HTML, CSS, JavaScript, vous pouvez intéresser des gens qui n'ont juste rien appris. Donc vraiment documenter chaque semaine, chaque jour un truc qui vous intéresse, traquez quelque chose et documentez-le. Ensuite, être régulier est largement supérieur à vos périodes de rush. En gros, c'est largement mieux de faire un tweet tous les 2 jours pendant X mois plutôt que de faire des semaines de rush où vous allez tweeter 3 fois par jour, ce que je faisais beaucoup, et après plus rien. Parce qu'en gros, l'algorithme vraiment porte de l'intérêt à votre constance, dans le sens si vous êtes là toutes les semaines 3 fois par jour, c'est quand même mieux que de faire une période de rush où vous allez avoir quelques stats, pardon, mais après tout le monde va vous oublier et quand vous allez retweeter, il n'y aura plus personne, ça va vous démotiver et du coup vraiment l'intérêt c'est de rester régulier. Programmer ses tweets peut permettre d'être régulier, mais pour autant, je recommande pas de programmer tous vos tweets, sinon votre contenu perd de l'authenticité et perd de la spontanéité et c'est vraiment ce qu'on veut pas quand on documente l'apprentissage de quelqu'un. Ensuite, soyez vous-même, soyez sur la plateforme comme si vous étiez sur votre Insta perso. Quand vous répondez aux gens, soyez normaux, essayez pas de vous donner un style, on n'est vraiment pas sur LinkedIn. Je pense que vu que vous allez garder l'audience que vous avez très longtemps, vous avez tout intérêt à être vous-même le plus tôt possible pour que quand vous voudrez tweeter plus tard et que vous n'avez pas préparé un post vraiment pixel perfect avec la bonne formulation et tout, on vous en tienne pas rigueur. On se dise pas putain ce mec là d'habitude il tweet que des romans, des chefs-d'œuvre. Voilà, il est un peu freestyle. Si vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas au quotidien, quand vous allez être la personne que vous êtes vraiment à un moment X, ça va paraître bizarre aux gens. Alors que si vous tweetez comme un random et si vous répondez aux gens comme si c'était vos potes tout le temps, ce sera beaucoup plus facile pour vous de créer du contenu facilement parce que vous aurez l'habitude d'être vous-même sur cette plateforme et du coup le contenu sera beaucoup plus spontané, donc beaucoup plus facile à produire et ainsi de suite. Ensuite, un conseil que je peux donner qui m'a personnellement beaucoup aidé, c'est d'avoir une mini DA. Je considère pas qu'il faut avoir un truc de ouf. Je pense que si vous vous démarquez un peu comme ça va côté abonné, dire putain c'est pas un clone de tous les comptes que j'ai déjà vus, mais il peut être intéressant. On peut prendre l'exemple d'Enea qui a une bannière et une photo de profil immonde, mais pour autant, il n'y a pas tout le monde qui a la même et pour le coup on se dit pas c'est une botte fois 1000. Alors que tous les comptes boostés à l'IA qui nous parlent d'automatisation et tout, ça peut vite être redondant et du coup on se dit putain la flemme de s'abonner à ça quoi. J'en vois déjà tous les jours, ça sert à rien que j'en vois un peu plus. Et du coup, dernier point, vouloir se dox est quand même un bon point. Je pense qu'au début on peut documenter sans jamais montrer sa tête, sans jamais rien montrer de sa vie en cachant tous les détails, mais je pense qu'à terme le fait de se dox a quand même un intérêt puisque vous allez créer du contenu beaucoup plus facilement. Quand vous allez prendre une photo, vous n'allez pas devoir cacher tous les détails qui pourraient vous remonter, etc. Et perso je l'ai fait pendant longtemps et je trouve que le fait de mettre un visage sur un compte est déjà une très bonne chose, mais surtout dans la création de contenu, tout le process est beaucoup plus facile au quotidien de pouvoir pas non plus donner tous les détails sur soi, ne pas avoir à se cacher quoi. Alors maintenant que j'ai donné un peu tous mes conseils, on va voir pourquoi vous devriez le faire, quels sont les résultats que vous pouvez avoir et quels sont tous les avantages que le fait d'avoir un compte établi entre guillemets peut vous apporter. Alors déjà sur Twitter, là en ce moment je prends un peu plus au sérieux toute ma création de contenu, mais en 2 semaines j'ai fait 360 000 impressions, donc mes posts ont touché 360 000 personnes en 2 semaines. Bon, souvent les impressions c'est quand même plus gonflé que la réalité où les gens interagissent avec, mais c'est quand même pour vous donner un ordre d'idée. Actuellement moi je fais que de la documentation vraiment apprentissage pur, mais si on prend l'exemple de Théo qui fait des landing pages, pour le coup lui il a réussi à vraiment bien convertir le côté apprentissage au côté je vous propose, enfin j'ai une offre, je productise, je crois que ça s'appelle une offre et après je vous la vends à partir de tout ce que j'ai appris pendant X temps. Et en gros, j'ai quand même
une grosse base de personnes qui voient ce que je fais et sans même proposer quelque chose et tourner mon contenu en mode vente, j'ai des personnes qui viennent dans mes DM en mode ouais, est-ce que tu as du temps pour faire ça? Est-ce que tu peux me designer cette landing page? Quels sont tes prix pour faire tel ou tel truc? Bon, c'est pas encore des personnes, sans offense pour ceux qui pourraient regarder la vidéo, j'ai pas encore eu d'offres vraiment très intéressantes sur des contenus qui me plaisent, mais c'est quand même un premier pas et je trouve que c'est quand même un truc très important à avoir puisque dans 5 mois, je dois partir en full time et ce sera un indispensable, je pense, pour trouver des clients au quotidien. Et même au-delà de trouver des clients, ça m'a permis de faire des rencontres qui, eux, me recommandent à des clients beaucoup plus intéressants. Et finalement, ça crée tout un écosystème autour de moi qui fait que sans rien faire, je peux avoir de l'inbound, donc des nouveaux clients. Et c'est tout ce qu'on veut quand on documente son apprentissage, puisque par la suite, on aimerait tous vivre de cet apprentissage, justement. Ce que je vous disais, c'est que les nombres d'abonnés va créer de la trust malgré vous. En gros, on vient me voir sur Twitter dans les DM en pensant que je suis un giga crack du développement web, alors que pas du tout. Enfin, je ne me considère pas en tout cas. Mais un putain de nombre d'abonnés peut vous faire prendre de la trust de malade côté client. Ils vont voir votre compte, ils vont se dire, il a autant d'abonnés, je scrolle vite fait, ce qu'il fait, c'est pas dégueu. Ok, il est très fort dans son domaine. C'est un peu bête et un peu triste, malheureusement, mais ça fonctionne comme ça. Si vous vous documentez dès maintenant votre apprentissage, vous allez avoir du coup l'intérêt de documenter qui est que vous allez encore plus bosser pour avoir encore plus de choses à raconter. Donc ça crée un cercle vertueux, vous allez devenir meilleur, vous allez documenter d'une meilleure façon, vous allez documenter des choses encore plus intéressantes, redevenir meilleur, etc., etc. Et en parallèle de ce cercle vertueux, il y a votre nombre d'abonnés qui va monter, donc beaucoup plus de clients qui viennent vers vous. Les clients qui viennent vers vous font encore plus confiance à ce que vous faites parce que malheureusement, le nombre d'abonnés rajoute de la trust, et ainsi de suite. Et en gros, c'est un engrenage qu'il faut lancer, c'est le premier pas qui est facile à faire sur Twitter, mais qui est quand même le plus dur à faire, je pense. Tu lances le premier pas, tu lances tout l'engrenage, et après, petit à petit, tu es juste régulier, tu fais un truc qui intéresse les gens. Ça va faire un cercle vertueux où tout le monde va s'intéresser petit à petit à ce que tu fais si tu arrives à bien l'amener. Et ton business, si tu as un business à lancer ensuite, sera que plus facile à lancer. Et je ne dis pas qu'il faut à tout prix lancer un business derrière. Personnellement, je ne pense pas que ce soit primordial pour moi en tout cas. J'ai pas besoin de directement monétiser mon audience. Mais si tu as envie de le faire en tout cas, ce sera faisable. Pour finir cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était pas trop fouillis. J'aimerais rajouter que, même si je dis qu'il faut être régulier, que c'est le plus important, pars du principe que tu vas avoir des moments où tu seras absent. Personnellement, j'ai mis 1 an à avoir 1700 abonnés, c'est quand même énorme. Enfin, il y a des gens qui le font beaucoup plus vite avec beaucoup plus d'abonnés. Mais j'ai eu beaucoup de moments où je documentais vraiment moins, un tweet par semaine par exemple. Ça va arriver. Ne pars pas du principe que l'algo va t'oublier. Moi perso, là, ça fait 2 semaines que je suis vraiment très actif et l'algo le voit et me push de plus en plus. Et finalement, accepte les phases de j'ai la flemme de créer du contenu ou alors j'ai beaucoup de travail donc je préfère focus sur le travail. C'est vraiment ça le plus important. Essaye d'être là le plus présent possible quand même. Une phrase très intéressante que Marc a dit dans le podcast de Melvin, c'est si ta journée pue la merde, bah, t'auras rien à documenter, alors que si t'as bien travaillé, t'auras forcément un truc à dire. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je veux que tu vois le truc à la fin de cette vidéo. C'est je vais me mettre à travailler pour avoir des choses à documenter, je vais me mettre à documenter pour avoir des choses, pour avoir envie d'encore plus travailler et ne pas prendre en compte le je vais me mettre à documenter pour pouvoir vendre à plein de personnes un truc de merde. C'est pas ce qu'on vise. L'idée, c'est vraiment juste de te donner envie d'encore plus travailler en documentant un truc intéressant et ce sera un effet secondaire, je dirais, d'avoir plus de clients et d'avoir des gens qui croient en ce que tu fais, etc. Voilà, donc pour finir, mettez-vous à documenter, il y a plein de choses à y gagner. Croyez pas que vous allez disparaître si vous arrêtez de poster du contenu pendant une semaine. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, c'était peut-être un peu brouillon. Demain, après-demain, je sors Spikes, mon premier projet. Je vous en parlerai, je pense, semaine prochaine. Parce que j'ai pas mal pris de notes, j'ai pas mal de trucs à documenter. J'espère que le montage sera bien parce que je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai la flemme d'avance. Sinon, lâche ton like, ton abonnement, tout ça, ça fait plaisir. Retrouve-moi sur Insta, sur Twitter, abonne-toi sur YouTube, tout ce que tu veux. On se retrouve la semaine prochaine. Va coder, bisous.